36 milliards de dollars de budget noir, 800 000 hectares militarisés et zéro existence légale. Voici les zones interdites effacées par vos gouvernements. Le 11 septembre 2001, à 9h37 précise, le vol 77 d'American Airlines percute la façade ouest du Pentagone à une vitesse de 850 km/h. 20 minutes plus tard, les agents du Secret Service extraient le vice-président Dick Cheney de son bureau pour le placer à bord d'un hélicoptère Sikorsky VH-3D Sea King de l'escadron HMX-1. L'appareil quitte l'espace aérien de Washington en urgence absolue. Sa destination n'apparaît sur aucun registre de l'aviation civile, FAA. L'hélicoptère met le cap vers les montagnes Blue Ridge, en Virginie, pour se poser à exactement 74 km à l'ouest de la capitale fédérale, dans une bourgade nommée Bluemont. Sous la surface de cette zone rurale anodine se trouve l'installation classifiée High Point Special Facility, publiquement identifiée sous le nom de Mount Weather. Gérée conjointement par l'Agence fédérale des situations d'urgence, FEMA, et le département de la Défense, cette forteresse souterraine de 228 hectares constitue l'épine dorsale du programme de continuité du gouvernement, COG. Les plans de construction de Mount Weather remontent à 1958, en pleine guerre froide, sous l'administration Eisenhower, dans le but précis d'abriter un gouvernement fédéral parallèle en cas de frappe thermonucléaire soviétique. La structure physique défie les normes de l'ingénierie civile standard. L'entrée principale est bloquée par une porte anti-souffle en acier et en béton armé d'une épaisseur de 1,5 m et pesant plus de 34 tonnes. Derrière ce sas de confinement, la base s'enfonce dans le granit massif de la montagne et déploie 55 000 m² d'infrastructures réparties sur plusieurs niveaux. Ce bunker gigantesque possède son propre hôpital de campagne, ses unités de traitement et de purification de l'eau, sa propre centrale électrique interne, des studios de radiodiffusion connectés au système d'alerte d'urgence nationale, EAS, et des cellules de crise dédiées à chaque département de l'exécutif américain. Le secret absolu de Mount Weather a été maintenu sans la moindre faille jusqu'au 1er décembre 1974. Ce jour-là, le vol TWA 514, un Boeing 727, s'écrase sur les flancs de la montagne par temps de brouillard, tuant les 92 personnes à bord. Les équipes d'intervention locales de l'État de Virginie, arrivées sur les lieux du crash, se voient immédiatement interdire l'accès au périmètre par des soldats lourdement armés émergeant directement de la montagne, révélant ainsi l'existence de la base au grand public. Aujourd'hui, Mount Weather reste le nœud de communication le plus sécurisé des États-Unis, abritant des serveurs informatiques contenant les bases de données complètes des citoyens américains et maintenant une communication permanente avec le commandement militaire stratégique de l'US Stratcom, prêt à prendre le contrôle du pays à la moindre défaillance de Washington. Le 16 avril 1996, le journal américain New York Times publie un rapport s'appuyant sur les données brutes des satellites espions de la National Reconnaissance Office, NRO. Les clichés haute résolution ciblent une région spécifique, la République de Bachkirie, dans le sud des monts Oural en Russie. Les images révèlent une activité industrielle massive et ininterrompue autour du mont Yamantaou, le sommet le plus élevé de la chaîne, culminant à 1640 mètres d'altitude. L'activité de creusement a commencé à la fin des années 1970, sous la direction de Léonid Brejnev, et n'a jamais ralenti, même pendant l'effondrement économique consécutif à la chute de l'Union soviétique en 1991. Les données du département de la Défense américain évaluent l'ampleur des travaux à une superficie souterraine de plus de 1000 km². 2 villes-garnisons entières, fermées au public et désignées sous les codes postaux militaires Beloretsk 15 et Beloretsk 16, aujourd'hui réunies sous le nom de Mechgorye, abritent en permanence plus de 30 000 travailleurs civils et ingénieurs militaires chargés de l'excavation de la roche de quartzite pure de la montagne Roupie. Les rapports du renseignement estiment que le complexe de Yamantaou est conçu pour résister à des impacts directs et multiples d'ogives nucléaires de type Minuteman III. La fonction réelle du site n'a jamais été documentée dans les registres d'État russes, et les réponses officielles du Kremlin ont constamment varié entre une mine d'extraction de minerais, un dépôt de la trésorerie nationale et un entrepôt de réserve alimentaire.
Cependant, les analyses de la CIA indiquent que Yamantau constitue le centre névralgique du système périmètre, également désigné sous le nom de code OTAN Dead Hand, main morte. Ce dispositif de riposte automatique est un système informatique et logistique basé sur un réseau de capteurs sismiques, radiologiques et lumineux. En cas de décapitation du leadership politique et militaire à Moscou par une première frappe ennemie, le complexe de Yamantau évalue les données. Si les niveaux de radiation et les ondes de choc confirment la destruction de la capitale, le système ordonne automatiquement et sans aucune intervention humaine le lancement de fusées de commandement SS-15 depuis des silos isolés. Ces fusées survolent le territoire russe et transmettent par radiofréquence un code de tir immédiat à la totalité des missiles balistiques intercontinentaux SS-18 Satan et SS-25 restants dans l'arsenal, ciblant directement les métropoles de l'hémisphère nord. Le mont Yamantau représente ainsi la garantie physique de la destruction mutuelle assurée, une installation maintenue opérationnelle et en constante expansion sous l'administration de Vladimir Poutine. À 18 km au sud-ouest de la ville isolée d'Alice Springs, en plein centre du territoire désertique australien, se dresse l'installation officiellement nommée Joint Defense Facility Pine Gap. Créée suite à un traité strictement confidentiel signé en 1966 entre l'Australie et les États-Unis, cette base fonctionne de facto sous le contrôle total et exclusif de la Central Intelligence Agency, CAA, de la National Security Agency, NSA, et de la National Reconnaissance Office, NRO. Le site physique se caractérise par 38 radomes, d'immenses dômes sphériques d'un blanc immaculé, constitués d'un matériau composite perméable aux ondes électromagnétiques, abritant des antennes paraboliques d'une précision microscopique. Plus de 800 analystes cryptographiques, linguistes, ingénieurs informatiques et agents de terrain américains y travaillent sous un régime de classification top secret, SCI, Sensitive Compartmented Information. Le statut juridique de Pine Gap relève de l'extraterritorialité absolue. Ni les parlementaires australiens, ni même le Premier ministre australien ne possèdent d'autorisation d'accès inconditionnel aux terminaux de traitement des données de l'installation. Pine Gap est la composante majeure du réseau de surveillance mondiale Echelon et du programme PRISM, interceptant continuellement les flux de télécommunications à haut débit de tout l'hémisphère oriental, de l'océan Indien à la côte asiatique du Pacifique. Les paraboles de Pine Gap communiquent en orbite géostationnaire avec les satellites espions de la série Orion et Mentor, capables d'écouter les ondes radio, les émissions des radars militaires étrangers et le trafic des téléphones cellulaires commerciaux. La base joue un rôle létal et direct dans les opérations tactiques contemporaines. Dans les salles d'opération climatisées du bâtiment principal, les analystes de la NSA interceptent les émissions des téléphones portables et des radios bidirectionnelles au Yémen, en Somalie et dans les zones tribales du Pakistan. Ils triangulent les coordonnées géographiques exactes des cibles avec une marge d'erreur de moins de 3 mètres et transmettent en temps réel ces données télémétriques aux bases de drones opérées par le Joint Special Operations Command, le JSOC. C'est sur la base de ces métadonnées, calculées à Alice Springs, que des drones MQ-9 Reaper déclenchent des frappes de missiles AGM-114 Hellfire. Pine Gap n'est pas un simple centre d'écoute passif, c'est le centre de ciblage opérationnel le plus crucial de la machine militaire américaine, opéré dans une invisibilité légale et géographique totale. Le 13 mars 1968, les éleveurs de la région de Skull Valley, une vallée isolée située à 130 km au sud-ouest de Salt Lake City, dans l'Utah, découvrent un carnage inexpliqué. Plus de 6400 moutons gisent morts ou agonisant sur les pâturages, paralysés par des convulsions neurologiques massives. Les vétérinaires locaux ne trouvent aucun agent pathogène naturel. Les investigations du département de l'agriculture des États-Unis finissent par pointer vers le périmètre militaire voisin, une zone d'une superficie de 3230 km², soit l'équivalent de la taille de l'État du Rhode Island, désigné sous le nom de Dugway Proving Ground. Ce territoire, créé par décret militaire en 1942 sous la juridiction de l'US Army, est la zone d'essai officieuse pour les armes chimiques et biologiques les plus destructrices de l'arsenal américain, bien au-delà des restrictions de la Convention sur les armes chimiques. La veille du massacre des moutons, le 12 mars,
Un avion de chasse F-4 Phantom II de l'armée de l'air américaine avait effectué un vol à basse altitude au-dessus de la section nord-est de Dugway. L'objectif de la mission était le largage atmosphérique d'un agent innervant expérimental à haute toxicité, le VX, contenu dans des réservoirs aérosols sous les ailes. En raison d'un dysfonctionnement des valves de fermeture et d'une modification des vents de haute altitude, des gouttelettes de gaz VX, invisibles et inodores, ont dérivé hors du périmètre militaire strict pour retomber sur la Skull Valley. Le rapport officiel du gouvernement ne reconnaîtra la responsabilité directe de l'armée qu'en 1998, classant immédiatement les détails techniques de l'incident. À l'intérieur de ce périmètre grillagé et sous surveillance de patrouilles héliportées, Dugway Proving Ground, souvent surnommé la Zone 52, abrite le Life Sciences Test Facility, un laboratoire de biosécurité de niveau 3 et 4, certifié pour manipuler des souches militarisées d'anthrax, Bacillus anthracis, de toxines botuliques de type A, de peste bubonique, Yersinia pestis, et de tularemie. Les techniciens de Dugway testent l'efficacité de la dispersion de ces agents biologiques vivants sur des répliques de villes construites au milieu du désert, simulant l'impact d'une contamination par des systèmes de climatisation de métro ou de grands immeubles. Les pistes d'atterrissage de la base, dont le Michael Army Airfield, long de 3350 mètres, permettent d'accueillir des avions de transport lourds C-5 Galaxy, effectuant des transferts de matériaux toxiques au milieu de la nuit, loin de toute supervision civile ou parlementaire. Le 6 mai 1953, Ronald Madison, un mécanicien de la Royal Air Force âgé de 20 ans, franchit les portes du Defense Science and Technology Laboratory, DSTL, de Porton Down, situé dans le Wiltshire, au sud-ouest de l'Angleterre. Attiré par une prime financière et croyant participer à des tests pour trouver un remède au rhume, le jeune militaire est introduit dans une chambre étanche. Des scientifiques militaires, revêtus de combinaisons de protection intégrale NBC, lui appliquent directement sur l'avant-bras quelques gouttes d'un liquide transparent, qu'il mesure minutieusement avec une pipette en verre. En réalité, le liquide est du sarin pur, un agent innervant organophosphoré inventé en Allemagne en 1938. 45 minutes après l'exposition cutanée, Ronald Madison s'effondre sur le sol, secoué de violents spasmes musculaires, écumant par la bouche, et décède des suites d'une asphyxie totale par paralysie de son système respiratoire. L'enquête sur sa mort est immédiatement étouffée par le ministère de la Défense britannique, MOD, sous le sceau de la Sécurité nationale. Et la vérité ne sera révélée au grand public qu'à l'issue d'une longue bataille judiciaire conclue en 2004. Porton Down n'est pas un simple laboratoire de recherche défensive. S'étendant sur 2800 hectares, depuis sa fondation en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, ce complexe ultra sécurisé détient le record mondial de l'expérimentation de guerre chimique sur des sujets humains. Entre 1939 et 1989, les dossiers d'archives déclassifiés révèlent que plus de 20 000 militaires britanniques ont été utilisés comme cobayes humains pour tester les effets cutanés et respiratoires du gaz moutarde, du phosgène, des agents innervants VX et sommants, ainsi que du gaz incapacitant BZ. Aujourd'hui, entouré d'une double clôture électrifiée et surveillé par la police spéciale du ministère de la Défense, Porton Down reste le centre exclusif d'analyse et de développement des contre-mesures chimiques du Royaume-Uni et de l'OTAN. En mars 2018, ce sont les experts en spectrométrie de masse de ce même complexe de Porton Down qui ont formellement identifié l'agent neurotoxique Novichok A234, utilisé dans la tentative d'assassinat de l'ex-agent double russe Sergei Skripal dans la ville voisine de Salisbury, démontrant que la base conserve en permanence des échantillons vivants des poisons synthétiques les plus rares et les plus foudroyants jamais synthétisés par l'homme. En 1971, l'archipel des Chagos, situé au cœur de l'océan Indien, à mi-chemin entre l'Afrique de l'Est et l'Indonésie, est le théâtre d'une opération d'expulsion forcée et méticuleusement planifiée. Sous les ordres conjoints du gouvernement britannique et de l'administration américaine de Richard Nixon, les troupes britanniques procèdent à la déportation des 2000 habitants autochtones, les Chagossiens. Pour forcer les départs, les soldats abattent et gazent des milliers de chiens domestiques appartenant aux habitants, puis chargent la population sur des navires de marchandises en direction de l'île Maurice, sans aucun droit de retour.
Cette opération de nettoyage ethnique a pour seul et unique but de vider l'atoll principal de 44 km², Diego Garcia, afin de respecter les clauses d'un accord diplomatique secret signé en 1966. Cet accord accorde aux États-Unis un bail exclusif pour construire une base militaire stratégique, hors de toute juridiction civile ou regard des Nations Unies. La base de Diego Garcia est aujourd'hui une forteresse insulaire colossale, disposant de 2 pistes d'atterrissage parallèles de 3600 mètres de long, capables de lancer les bombardiers stratégiques furtifs B-2 Spirit et les forteresses volantes B-52 Stratofortress. C'est depuis ces pistes que l'US Air Force a déclenché les campagnes de bombardement massif de l'opération Enduring Freedom en Afghanistan en 2001 et de l'opération Iraqi Freedom en 2003. Mais l'aspect le plus sombre de Diego Garcia réside dans sa fonction de Black Site, site noir, pour la Central Intelligence Agency. Protégé par son isolement absolu au milieu de l'océan Indien et par l'interdiction formelle d'accès à tout journaliste ou organisation non gouvernementale, la base abrite le camp Justice. Les registres de vol de la CIA confirment que des dizaines d'avions de transport Gulfstream 5, utilisés pour les restitutions extraordinaires, rendition flights, se sont posés sur le tarmac de Diego Garcia au début des années 2000. Des membres présumés d'Al-Qaïda y ont été débarqués, détenus dans des structures préfabriquées sous haute sécurité et soumis à des techniques d'interrogatoire renforcées, soit de la torture pure et simple, simulation de noyade, privation de sommeil extrême, loin de l'application des lois fédérales américaines ou de la Convention de Genève. Diego Garcia fonctionne comme un vide juridique absolu flottant au milieu de l'océan. 6 localisations précises, des dizaines de milliers d'hectares de terres confisquées, des milliards de dollars de fonds publics détournés vers des budgets non audités. De la Virginie occidentale à l'océan Indien, ces territoires existent physiquement, emploient des milliers d'ingénieurs et de militaires, mais échappent totalement à l'état de droit, au contrôle parlementaire et à la connaissance des citoyens. Ce ne sont pas des théories de conspiration, ce sont des infrastructures gouvernementales tangibles où la Constitution et la transparence n'ont aucune autorité. L'histoire prouve que le pouvoir, lorsqu'il est livré à lui-même derrière des murs de béton et des barbelés, agit toujours en dehors de toute moralité. Ces zones d'ombre persisteront tant que l'exigence de vérité restera silencieuse. À vous de vérifier les faits par vous-même, de croiser les coordonnées satellites et d'exiger des réponses. L'enquête continue dans les commentaires.